Le cercle RH aujourd'hui sous forme de grand entretien avec un sociologue des organisations, François Dupuis. Bonjour François. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Alors, sociologue des organisations, on vous connaît parce que d'abord depuis longue date, vous travaillez au contact des décideurs, des entreprises, vous les écoutez parce qu'un sociologue fait des questionnaires. Et puis il y a eu cette trilogie, trois livres qui ont fait parler d'eux. Le dernier, On ne change pas les entreprises par décret, ça c'était 2016 si je ne m'abuse. 2020 2020, Lost in Management, qui avait fait beaucoup parler de lui. Et puis le premier, rappelez-moi le titre. En fait, l'ordre, c'est Lost in Management, la faillite de la pensée managériale, et on ne change pas les entreprises par décret. Par décret, celui-ci est sorti en 2020. D'accord. Ça vous va ? Ah, très bien. Là, ok. Parce que sinon, on va refaire le lancement. Vous avez été professeur à l'INSEAD, je ne dis pas de bêtises, et on parlera évidemment de votre actualité, parce qu'avec deux autres chercheurs, pendant la période Covid, vous vous êtes dit, on est sur un champ d'investigation incroyable, on va redonner la parole aux entreprises, celles qui ont accepté, entreprises du CAC, mais aussi des institutions, dont le Conseil départemental du Nord. Exactement. Pour voir comment fonctionnaient les territoires. Et la Banque de France, d'ailleurs. Et la Banque de France. D'abord, un petit mot sur vous, parce que j'ai vu, en préparant l'émission, que vous aviez fait le CFJ, donc vous étiez destiné à faire du journalisme. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui vous est arrivé ? Vous êtes devenu sociologue des organisations. Il y a erreur d'aiguillage ou Non, pas du tout, mais... Pendant que je faisais Sciences Po, j'étais obligé de travailler pour payer mes études, comme beaucoup de personnes. Voilà. Et le fait de faire le CFJ, qui par ailleurs est extrêmement intéressant, me valait l'équivalence d'une conférence de Sciences Po. Donc, c'était joindre l'utile à l'agréable, puisque le CFJ, l'enseignement était un enseignement du soir, donc n'empêchait pas de travailler. Et donc, en faisant le CFJ, j'avais l'équivalent d'une conférence de Sciences Po. Alors, vous me direz, dans certains cas, le journalisme s'approche de la sociologie, puisqu'on pose des questions, on est dans l'écoute, et c'est ce que vous avez fait finalement tout au long de votre carrière. Vous avez enseigné. D'abord, avant de rentrer dans les détails du monde contemporain, de ce monde du XXIe siècle, vous avez connu les décideurs du XXe siècle. Vous avez ausculté ces entreprises. C'était quoi l'entreprise du XXe comparée à celle aujourd'hui qu'on nous présente comme la nouvelle entreprise bienveillante, où il y fait bon vivre ? Oui, alors là, vous savez, la bienveillance, le bonheur au travail, des choses comme ça... Moi, je n'ai pas vu véritablement d'évolution dans la réalité. J'en ai vu beaucoup dans le vocabulaire. Et j'en ai vu d'autant plus dans le vocabulaire que le management est parcouru de modes et que ces modes évoluent au fil des années, etc. Donc, je ne vois pas un changement considérable entre ce qu'on appelle l'entreprise du XXe siècle et l'entreprise du XXIe siècle. En revanche, je dirais simplement qu'il en va des crises comme la crise sanitaire, comme des guerres. Elles provoquent d'immenses malheurs que beaucoup de gens subissent, mais en même temps, elles sont des occasions de faire évoluer un certain nombre de choses. Donc je dirais que, plutôt que de parler d'entreprise du XXe et du XXIe siècle, quel est l'impact que la crise Covid peut avoir sur les organisations aujourd'hui ? Vous avez eu des mots, je ne sais pas, j'imagine que vous gardez cet état d'esprit en disant finalement les modes du management, puisque c'était aussi un des thèmes des livres précédents, oui. La pensée managériale, une sorte de pensée magique enseignée dans les écoles de commerce, qui s'approchait d'une forme de bullshit ou de mode. Vous n'avez pas changé d'avis sur ce sujet ? Ah non, pas du tout, absolument pas. Ce qu'il me semble, vous voyez, c'est que les écoles de commerce, comme on dit, que ce soit d'ailleurs en France ou aux États-Unis, puisque j'ai enseigné 5 ans aux États-Unis, d'un certain point de vue, elles n'inventent rien. Elles font que reprendre les pratiques qui s'observent dans les entreprises, elles les conceptualisent, elles les passent à leur moulinette, et puis ensuite, elles les restituent dans les programmes qu'elles délivrent auprès des cadres. Donc, d'un certain point de vue, c'est les entreprises qui alimentent de deux points de vue les écoles de commerce. Elles les alimentent en leur donnant la matière et elles les alimentent ensuite en leur envoyant des participants. Mais dans sa philosophie, et on va basculer vers le travail que vous faites en ce moment avec ces deux chercheurs dont je parlais tout à l'heure, l'idée du management, c'était quoi à l'époque ? C'était de mettre les gens dans des petites cases, de les contrôler, d'avoir une organisation extrêmement verticale qui permettait de pouvoir les faire marcher au même rythme et dans le sens où l'entreprise le voulait. C'était ça l'esprit. Alors vous avez raison. Et même
même, d'ailleurs, on peut dire, ce qui, moi, me fait dire qu'il n'y a pas de rupture entre l'entreprise du XXe et l'entreprise du XXIe siècle, que, d'un certain point de vue, la bureaucratie dans le secteur marchand n'a cessé de se développer pour atteindre un point culminant que moi je situe au début de la crise Covid. C'est-à-dire que jamais la bureaucratie n'a été aussi puissante, aussi installée dans le secteur marchand qu'à ce moment-là. Mais on va revenir sur votre désobéissance organisationnelle. Ça, c'est vraiment une thématique parce qu'on a eu la désobéissance civile, ça c'était José Bové. Et puis on a François Dupuis qui lui porte la désobéissance organisationnelle. Donc vous êtes à votre manière celui qui disrupte aussi. Il y a quand même l'idée que le manager était là pour appliquer des normes. Il y a beaucoup de normatifs et vous dites, on en crève de ça finalement. Ah oui. L'entreprise en meurt. Ah ben, c'est exactement ce que j'appelle la bureaucratie. C'est cette espèce de croyance, qui est une croyance qui date de Taylor, que l'organisation peut se gouverner par la règle. Donc on émet de la règle et on émet d'autant plus de la règle que l'on a l'impression que plus on en aura et plus on pourra mettre le comportement des individus sous contrôle. Alors aujourd'hui, on ne dit pas la règle, on dit les process. Ça revient exactement à la même chose. Et ce qui est intéressant, parce que les gens sont intelligents, c'est que l'effet produit est l'effet exactement inverse à celui recherché. C'est ça. C'est-à-dire, plus vous avez de process, plus ils sont contradictoires. Plus ils sont contradictoires, plus c'est ceux qui sont censés les appliquer qui vont avoir à choisir ce qu'ils auront à appliquer ou non. Et par conséquent... C'est kafkaïen. C'est kafkaïen. Mais d'un certain point de vue, ça veut dire que dans bien des organisations, la politique réelle, elle se fait à la base. Puisque c'est à la base que l'on choisit ce qu'on va faire ou pas. Et ce qui me permet d'ailleurs de basculer sur une deuxième thématique que vous portez, que je trouve fondamentale. Déjà, vous nous dites sur le plateau, il n'y a pas vraiment de différence entre la boîte du vin du 20e et du 21e. En revanche, ce qui est très intéressant, c'est que petit à petit, par ce normatif, les citoyens salariés le contournent et prennent le pouvoir. Et vous dites finalement celui qui décide et qui fixe la règle, qui est normalement le patron, il est doucement mais sûrement dépossédé finalement de son pouvoir. C'est incroyable ça. Mais écoutez, d'un certain point de vue, d'ailleurs, on le sait depuis longtemps. Oui. Parce que, et c'est curieux d'ailleurs, vous voyez, pour moi c'est un étonnement sociologique. C'est-à-dire que savoir ce qu'est la grève du zèle, c'est-à-dire le fait que les gens, parce qu'ils ne sont pas contents, parce qu'ils protestent, ils veulent obtenir quelque chose, vont soudainement décider d'appliquer toutes les règles qu'ils sont censés appliquer. Ça, c'est vrai. Bon, ça s'appelle la grève du zèle. Ouais. Tout le monde le connaît, c'est pas moi qui l'ai appris. On pinaille, on est pointilleux. Ah oui, exactement. Et ça ralentit tout le processus. Par exemple, c'est ce que font les contrôleurs aériens quand ils veulent obtenir quelque chose. Ils n'ont qu'à simplement appliquer les délais légaux entre les décollages et l'atterrissage des avions et il n'y a plus de trafic dans le ciel. Donc, d'un certain point de vue, c'est prévu pour assurer la sécurité passager. Jamais respecté. Et là, la sécurité est totale puisqu'il n'y a plus de toute façon de trafic dans le ciel. Bien. Tout le monde le sait, c'est pas moi qui l'ai inventé. Même chez nos amis anglo-saxons, l'expression grève du zèle est encore plus claire qu'elle est chez nous. Parce que si on ne sait pas ce que c'est, on peut se tromper. En anglais, la grève du zèle, ça s'appelle working to rule. What are you doing? I'm just working to rule. C'est-à-dire, j'applique les règles. Ça veut dire je suis en grève. Donc, on voit bien, ce qui va nous montrer une chose, que tout le monde le sait, que ça n'empêche personne de toujours produire plus de règles, de procédures, de process, de normes, etc. Ce qui nous montre que ces procédures, ces normes et ces process ne sont finalement pas décidés à résoudre des problèmes, mais elles sont destinées à couvrir ceux qui les émettent. C'est-à-dire, à partir du moment où vous les avez émis, vous êtes couverts. C'est parfait. Mais excusez-moi, moi qui ai beaucoup travaillé dans l'univers politique, avec des hommes politiques, ils se plaignaient, eux, que le normatif, même le législatif, inondait finalement la vie des citoyens, mais quand je vous écoute, j'entends le même discours dans l'entreprise. Un peu naïvement, je pensais que l'entreprise avait plus de souplesse, plus d'agilité, comme un mot très utilisé ces derniers mois. Finalement, non. Une sorte de bureaucratie lourde, c'est de la graisse qui tue l'entreprise. Je vous dirais qu'on peut même pousser plus loin le raisonnement. Regardez, et d'ailleurs, pour faire un scoop, je suis avec une de mes collègues, qui est une de ceux qui ont participé au travail qui a été fait sur la gestion de la crise pendant le Covid. Et on va en parler. Voilà. Nous sommes en train d'écrire un livre qui montre que le secteur public et le secteur privé se rapprochent. Mais ils se rapprochent non pas parce que le secteur public essaie de s'inspirer des modes du secteur privé, ils se rapprochent au contraire parce que le secteur privé
à force de produire de la règle, de la procédure et de la bureaucratie, finit par avoir à peu près les mêmes caractéristiques Mais oui. que le secteur public. Bien sûr. Donc le rapprochement, il se fait à sens inverse de ce que l'on pense. Alors, basculons sur cette crise Covid. Vous l'avez. Alors, ce qui est intéressant, d'abord, parce que par la notoriété, les travaux que vous avez faits, les entreprises ont accepté d'être questionnées, interrogées par votre équipe. Alors, il faut être plus direct que ça. Non seulement elles ont accepté, mais elles ont payé pour. Elles voulaient savoir réellement les effets de cette crise. On est d'accord. Si elles payent pour ça, c'est qu'elles sont dans le brouillard. Alors, pour partie, oui. Et l'objectif du travail, c'était de leur dire on va essayer de comprendre comment, chez vous, cette crise est gérée. Voilà, puisque c'est... Est gérée ou a été gérée? Excusez-moi de... Alors, vous dites on n'en est pas sorti. Ouais. Au moment où on a fait l'étude, c'était gérée. On était dedans. Puisqu'elle a été faite en plein 2020. 2020, c'est-à-dire elle s'est étendue d'avril 2020 à novembre 2020. Donc là, on était en plein dedans. Et savoir comment elle est gérée, on ne peut pas demander aux dirigeants d'être justement au courant, dans des grandes unités, de ce qui se passe concrètement sur le terrain. Oui. Et dans le fond, qu'est-ce que ça veut dire gérer la crise? Gérer la crise, ça veut dire assurer la continuation de l'activité. C'est ça que ça veut dire. Et donc, ce qu'il s'agissait de comprendre, c'est qu'est-ce qui permettait d'assurer la continuation de l'activité. Comment, et ça vous le racontez, vous déflorez un peu le livre que vous préparez avec votre équipe et avec cette femme, c'est comment les humains se sont dépatouillés avec leur technique, avec leur connaissance d'informatique. Et ce qui est intéressant encore, c'est que vous le comparez aussi avec le Conseil départemental du Nord, dont on a souvent une forme un peu de mépris, les fonctionnaires territoriaux. Mais vous dites quand même que ce Conseil départemental du Nord, c'est pas mal débrouillé, que les gens ont réussi à se débrouiller, à continuer à assurer le service public. Ça, c'est intéressant. C'était nouveau pour vous? Ça vous a surpris? Non, ça ne m'a pas surpris parce que... au début de ma carrière, du temps où j'étais au CNRS, j'étais un spécialiste de l'administration publique. Donc j'ai commencé toute ma carrière de sociologue en étudiant l'administration publique. Donc il y avait de l'agilité, enfin en tout cas vous sentiez qu'il y avait... Il y a toujours eu de l'agilité, d'ailleurs heureusement, parce que s'il n'y avait pas cette agilité, l'administration ne fonctionnerait plus. En revanche, par rapport au Conseil général du Nord, j'ajouterais même un point, c'est là où nous avons repéré un certain nombre d'innovations tout à fait originales que des cadres de ce conseil départemental ont mis en œuvre, qui leur permettait effectivement d'assurer quand même des fonctions essentielles, parce qu'un conseil général, ça fait quelque chose qui n'est pas négligeable. Ça distribue des aides le RSA, aux notamment. plus fragiles. Bien sûr. Complètement. Et donc, vous n'allez pas dire, c'est la crise, on arrête, etc. Non, ils ont quand même réussi à trouver les moyens d'assurer en permanence, jusqu'au bout, le paiement de ces aides-là. Alors, il y a un débat, peut-être que vous l'avez vous-même pas tranché à travers vos travaux pour l'instant, mais qui est le débat de se dire, on est en sortie de guerre, puisque vous évoquiez cette guerre qui transforme, et on est entré dans l'ère du télétravail. Donc forcément, cette question, vous avez interrogé, sondé ceux que vous avez rencontrés. Il y a un vrai débat qui est sur la table. On est entré dans l'ère du télétravail ou on va avoir un reflux? J'ai le sentiment que le télétravail, dans les conséquences Covid, s'est imposé dans l'espace professionnel. Vous êtes d'accord avec cela? Je suis totalement d'accord avec ça. Je crois que d'ailleurs c'est indiscutable. Ensuite, où se feront les ajustements dans chacune des entreprises? 2 jours, 3 jours? Voilà, exactement. Ça, on le verra petit à petit. En revanche, je suis d'accord avec votre propos qui finalement consiste à dire on ne reviendra pas en arrière. En revanche, vous évoquez quand même un sujet, télétravail, libération du salarié, parce que vous évoquez la notion d'autonomie qui a été créée par le Covid, par cette crise. Les salariés se sont retrouvés très autonomes. Et vous dites, attention, le télétravail, ça peut être les deux. Ça peut être une libération, mais ça peut être aussi un nouvel enfermement. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Alors, je ne dirais pas peut-être enfermement. Un peu fort? Ça vous semble fort? Ça me semble un peu fort. Pourquoi ? Parce que d'un certain point de vue, vous pouvez dire que les salariés, en la matière, ont été peut-être plus raisonnables qu'un certain nombre de dirigeants. Oui, c'est vrai. Car, vous le savez, vous l'avez vu, des dirigeants se sont précipités là-dessus pour des raisons sur lesquelles on ne va pas épiloguer. Mais lesquelles, vous, le sociologue? Économique? Il y avait des raisons économiques qui étaient absolument évidentes. Et en même temps, ça permet une réorganisation des bureaux, donc des gains d'espace, etc., etc. Et donc, il y avait des tentations chez certains dirigeants à ce que le télétravail soit le plus étendu possible. Or, ce que les salariés ont constaté,
c'est que le télétravail tue l'informel. Il n'y a pas d'informel. Et d'ailleurs, il y a une phrase qui revenait dans toutes les entreprises en disant « à travers une visioconférence, on n'apprend jamais rien ». Donc, les salariés se disaient « mais moi, pour faire mon métier, j'ai quand même besoin de voir les autres, de parler avec les autres. De ma pause café, parce que c'est le titre d'une chronique. La pause café. Mais savez-vous que les plus opposés au télétravail étaient les jeunes. Donc c'était quand même une surprise, parce que les jeunes, entre la Game Boy et puis le fait d'utiliser les outils technologiques, il n'y a pas une grande différence. Mais ils voulaient du lien social. Et voilà. Mais les jeunes disaient, moi, comment j'apprends mon métier? C'est certainement pas dans les visioconférences. J'apprenais mon métier en voyant ce que font les autres, en parlant avec eux, en pouvant suivre, etc. Et donc, grâce à cet informel-là, que le télétravail avait tendance à tuer. Et d'un certain point de vue, les salariés ne se laissent pas piéger et ne se laisseront pas piéger par le délire technologique qu'il y a derrière l'idée du télétravail. On va pouvoir tout faire sans avoir finalement à se réunir, à se voir, etc., etc. Ça ne marche pas et ça ne marchera pas d'ailleurs. Il y a un débat qui vient finalement percuter le sociologue, parce que votre métier, c'est de malaxer, d'écouter, d'entendre, et ensuite de restituer ce travail qui est long, qui est passionnant. On nous dit, il y a l'algorithme qui est en train aujourd'hui, et c'est cette espèce de folie technologique que vous dénoncez, mais l'algorithme est là, il est déjà là, il est presque partout. Est-ce que chez ceux que vous avez interrogés, pour ne pas dire interviewé, parce que vous n'êtes pas journaliste. Mais pourtant, c'est le terme que nous utilisons. Mais c'est l'interview sociologique. Oui. Est-ce que vous sentez comme ça cette espèce de déchirement entre cette tentation technologique et puis l'envie de garder ses collaborateurs, ces organisations dites traditionnelles? Je ne parlerai pas de dirigeants, excusez-moi, de déchirement. Je parlerai simplement d'un instinct, je le qualifierai comme ça, de la part des salariés, qui comprennent très bien qu'ils ne peuvent pas continuer à faire le même travail avec la même valeur en étant isolés, même si à l'apparence ils ne le sont pas, puisque par des tas de moyens technologiques, le réseau, ils peuvent se parler. Et pour vous, c'est quand même une forme d'isolement, même si on est relié par la bande passante. Mais bien sûr. Et d'ailleurs, dans l'étude que nous avions montrée, nous avons montré que le télétravail était aussi avait été un formidable vecteur d'exclusion. Bien sûr, pour ceux qui n'avaient pas la bande passante. Eh bien voilà. Et oui. C'est-à-dire que vous dites, mais je vais connecter tout le monde. Oui, mais est-ce que la bande passante est suffisante? Non. Ah bon, mais très bien, donc je vais sélectionner ceux qui sont importants. Oui, mais les autres, qu'est-ce qu'ils se sont dit? Les autres, ils se sont dit, quelle est ma valeur ajoutée? Pourquoi je travaille? Qu'est-ce que j'apporte dans l'entreprise? Et savez-vous d'ailleurs que ces exclus du télétravail sont ceux qui, lorsqu'il s'est agi de revenir en présentiel, c'est-à-dire dans les mois de juillet, septembre, octobre 2020, ce sont ceux qui ont été les plus réticents à revenir en présentiel. Et c'était la réponse du berger à la bergère. C'est-à-dire, vous ne m'avez pas connecté parce que vous considérez que je ne reviens pas. Je ne reviens pas, je ne vois pas pourquoi, je reviendrai. Là c'était qui montrait une forme de démotivation, puisque l'entreprise avait coupé le cordon, en quelque sorte. Voilà, exactement. Exactement. Vous pouvez d'ailleurs utiliser le mot de démotivation, mais en même temps le mot de déception. Déception, oui. Et d'interrogation sur le sens de son propre presque travail. Trahison d'ailleurs de l'entreprise à l'égard de son collaborateur. Il y a de ça, mais il y a eu d'autres mécanismes d'exclusion aussi. Avant de nous quitter, François Dupuis, c'est comme ça un philosophe qu'on utilise assez peu sur ce plateau, mais Karl Marx, la lutte des classes, des salariés exclus, vous les évoquez. Est-ce que ce télétravail n'est pas un élément finalement d'accentuation, si elle existe encore, de lutte des classes entre ceux qui sont des salariés postés dans l'obligation de devoir porter des colis, de pouvoir fabriquer des objets, et puis les autres, j'allais dire les cols blancs, qui eux sont en capacité de pouvoir externaliser leur travail à leur domicile, dans des lieux tiers, dans des coworking, qui donnent comme ça une image un peu merveilleuse du travail. Est-ce qu'il n'y a pas un danger là ? Alors, il y a effectivement un danger qui a été la cohabitation, y compris au sein des mêmes organisations, de ceux qui ont pu effectivement télétravailler et de ceux dont le travail en présentiel était une nécessité absolue. On va prendre un exemple, puisque ça fait partie de l'étude que l'on a fait. Et qui va sortir en livre, si j'ai bien compris, et qui va sortir pas celle-là, d'accord. Non, mais vous ne pouvez pas
ramasser des ordures ménagères en télétravail. Non. Donc il se trouve que ces gens-là, effectivement, ont été au front dans une situation qui était une situation dangereuse. D'ailleurs, ça a eu un effet positif qui a été de renforcer le lien qui existait entre ces gens obligatoirement en présentiel et leur encadrement de proximité qui travaillait avec eux au nom d'un principe qu'on voit apparaître dans les guerres, que nous sommes dans le même bateau. Donc nous courons le même danger, serrons-nous les coudes par rapport au danger que nous sommes en train de couvrir. Et je note que vous avez réutilisé pour la deuxième fois le mot guerre et que vous l'assumez totalement. Pour vous, cette rupture, cette crise Covid est à comparer à une guerre. Alors, je vais vous dire aussi pourquoi. Ça avait été un débat, vous vous souvenez de ce mot guerre Bien sûr, mais bien sûr, puisque c'est le président Macron qui avait porté ce mot. Oui, mais moi, je vois la guerre d'une façon un petit peu différente. Pour qualifier l'encadrement de proximité, qui sont ceux qui, fondamentalement, ont permis la prolongation de l'activité, j'ai été amené à dire les sergents-chefs ont reçu leur bâton de maréchal. C'est vrai, j'ai vu cette phrase. Voilà, et effectivement, c'est ça. Si vous regardez n'importe quel film de guerre, vous pouvez voir les généraux en train de bavarder, de faire des stratégies, tout ce que vous voulez. Un peu loin du front. Oui, mais je vais vous donner une statistique qui va vous étonner. Savez-vous que pendant la guerre de 14-18, il y a eu, chez les Français, malheureusement, 1 400 000 morts. Posez-vous la question de savoir combien sur ces 1 400 000 morts il y a eu de généraux tués au combat. D'officiers supérieurs, je pense peu. Un seul. Un seul. Rendons-lui hommage, c'était le général Guignabaudet, seul général de l'armée française tué pour fait de guerre au milieu d'1 400 000 morts. Donc on voit bien que ceux qui ont amené les gens au combat, c'était les sergents, les sergents-chefs et même les lieutenants. Bien sûr. Et bien dans cette crise, ça s'est passé exactement de la même manière. Les sous-officiers, que vous appelez les sergents-chefs, les sous-officiers et les managers intermédiaires, qui sont finalement un peu une certaine forme de sous-officiers. Alors les managers intermédiaires ont été assez perdus. Mais oui. Assez perdus, car comment pouvaient-ils se positionner et cette question demeure, d'ailleurs, du repositionnement de l'encadrement intermédiaire. Comment peuvent-ils se positionner entre des dirigeants qui ont vraiment joué un rôle extrêmement positif dans la gestion de cette crise et d'autres pour diverses raisons que je n'ai pas le temps d'expliquer, et cet encadrement de proximité qui a assuré la réalité du travail. L'encadrement intermédiaire se trouve quand même dans une situation qui est une situation encore aujourd'hui ambiguë. Merci François Dupuy pour cet échange passionnant. Assortir ce travail qui est le fruit de vos interviews sociologiques de cette crise Covid, c'est pour quand le livre, pour que vous veniez nous en parler en exclusivité? Alors, il n'y aura pas de livre sur cette étude, pour une raison simple que je vais vous dire en un mot, monsieur, c'est que cette étude, nous l'avons vendue à 9 organisations. La publier nécessiterait de demander à chaque... Autorisation à chacune. Chacune et chacune veillerait à ce que l'on dise ceci. C'est pas possible. Pour des questions de confidentialité. Mais par contre, elle a fait l'objet de la publication d'une tribune dans Le Monde. Dans Le Monde. À découvrir, donc, pour ceux qui sont évidemment abonnés aux colonnes du Monde. François Dupuy, merci. On ne change pas les entreprises par décret. Ça, c'est votre dernier livre en 2020 au Seuil. Puis on peut vous lire, il y a des conférences où vous vous exprimez. Et puis vous êtes venu vous exprimer très librement sur notre plateau. Et ce fut un vrai plaisir de partager ce moment avec vous, François Dupuy. Eh bien, ce fut un plaisir pour moi aussi. Partagez. On termine l'émission, si vous le souhaitez, avec Fenêtre sur l'emploi. On va s'intéresser à l'insertion. D'ailleurs, l'insertion et les réseaux sociaux, vous allez voir, ils se sont mariés pour le meilleur. C'est tout de suite.